Et on va répondre à Noureddine aujourd'hui. Il nous a écrit en nous demandant « Je voulais savoir si le traitement par le bleu de méthylène est sans danger. » Alors moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout le bleu de méthylène. Regardez, je vais vous montrer ici. En fait, c'est un colorant. Ça a été préparé pour la première fois en 1876 et c'est un mélange de carbone, d'hydrogène et de soufre. Et regardez, d'où le nom, un bleu de méthylène. Si j'en mets un petit peu ici, voilà, c'est très très bleu et je crois que ça tache énormément. Vous voyez ? C'est très joli en tout cas. C'est joli à la couleur, je suis assez d'accord. Mais on ça va peut en voir. mettre partout. C'est un Voilà. beau bleu. Et donc ça a été longtemps à la mode, utilisé un peu à la maison, dans ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, notamment pour ses propriétés antiseptiques contre les bactéries, les virus et les champignons. Et justement, comment est-ce qu'on l'utilisait à la maison ? Alors, par exemple, sur un bout de coton, on mettait ça à l'extrémité d'un coton-tige pour désinfecter les amygdales lors d'une angine, pour un aft, une petite infection, un bouton de varicelle. Et ça se trouvait en droguerie, en pharmacie. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais je l'ai trouvé assez facilement sur Internet pour une vingtaine d'euros. C'est pas très concentré, mais bon, voilà, quand même. Et alors, Olivier Laprévotte, qui est toxicologue, m'expliquait que cet usage sur un petit coton sur la peau, à la limite, c'est pas sans un énorme danger. En revanche, c'est vraiment très important de ne pas l'avaler. Et il y a aussi des promesses santé autour de ce bleu de méthylène. Et vous voyez, il y a même des livres qui ont été écrits. Ah ouais, le guide ultime du bleu de méthylène. Tout un livre. On imagine qu'il y a des promesses incroyables. Ouais. J'imagine on va guérir. C'est ça. On va même faire revenir l'amour perdu. Je suis sûr que c'est le genre de truc. Attendez, je vais. Oui, on lit ici ou là que ça aurait des bienfaits sur la mémoire, la concentration, booster de système immunitaire. Mais il y a vraiment zéro preuve. Et surtout, comme je vous le disais, soyez vigilants, n'ingérez surtout pas ce bleu de méthylène parce qu'il y a notamment des gros risques d'intoxication quand on prend des antidépresseurs type Prozac. Ça peut être vraiment grave. Donc, contre-indication formelle. Et même les sites qui le vendent précisent que ce n'est pas un aliment ou un complément alimentaire. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans des pharmacies hospitalières. Exactement, dans les hôpitaux. Il est utilisé là comme antidote à un trouble sanguin assez rare qui s'appelle la méthémoglobinémie et qui entraîne en fait un défaut de transport de l'oxygène. Donc vous pouvez avoir des difficultés à respirer, une accélération cardiaque, même la peau qui devient bleue. Et c'est notamment la consommation de poppers, qui est une drogue récréative qu'on sent, ou à l'exposition à des colorants au travail. Et dans ce cas, à l'hôpital, le bleu de méthylène est utilisé en intraveineuse. Mais vous voyez, c'est vraiment fait par des professionnels et ça reste extrêmement rare. Alors, dans certaines opérations aussi chirurgicales, on peut l'utiliser pour délimiter certaines zones à opérer. Et enfin, c'est utilisé dans les laboratoires pour voir des choses au microscope. Mais c'est fait par des professionnels de santé. Eh bien, merci Rim pour toutes ces précisions. On rappelle comment on fait pour vous écrire ? Oui, donc rim@allodocteur.fr par mail et 06 58 75 04 71 sur WhatsApp. Au moindre coup de froid, vous avez peut-être la peau irritée, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre rosacée, ou bien alors vous avez une peau très sèche qui a tendance à être douloureuse avec le froid, eh bien restez avec nous puisqu'on répond à toutes vos questions sur les rougeurs de la peau. Et nous sommes très contents d'accueillir le docteur Dima Haïdar. Bonjour. Vous êtes médecin dermatologue à Paris. On a reçu déjà plein de questions, mais vous pouvez encore les poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Alors, la première question, elle est assez simple et bête, mais pourquoi est-ce qu'on a la peau irritée en hiver ? Paola nous dit qu'elle a plein de petits boutons dès qu'il fait froid. Alors après, il faut voir si elle a vraiment un problème de peau ou si elle a une peau normale. Mais ce qui se passe pendant l'hiver, c'est qu'avec les modifications de l'humidité dans l'air, le chauffage, on peut modifier notre barrière cutanée qui devient plus fragile. On a au niveau de notre barrière cutanée une sorte de film lipidique qui peut être aussi modifié, ce qui fait qu'on va laisser passer plus facilement des allergènes qui vont irriter la peau et donc donner une inflammation. Et puis aussi, on va perdre plus facilement l'eau qu'il y a à l'intérieur de la peau, donc la peau devient sèche. Et du coup, est-ce qu'on peut peut-être essayer de le comprendre ? Parce que vous avez parlé de film hydrolipidique, il y a peut-être au tableau une petite animation, vous pouvez nous expliquer. Oui. On vous laisse peut-être commenter justement les structures anatomiques. Qu'est-ce qui fait, quelle couche de la peau est atteinte quand il fait froid, et puis cette histoire de film. Une peau normale, c'est ça. C'est 3 couches. On a l'épiderme, c'est la partie la plus superficielle. On a le derme, qui va contenir les structures qui vont nourrir la peau, donc notamment les vaisseaux. Et puis on a l'hypoderme, c'est la graisse, c'est l'espèce de ressort, en fait, sur laquelle va reposer notre peau. Donc ça, c'est la structure normale. La peau, c'est une barrière. C'est-à-dire que c'est un peu un imperméable qui va protéger notre peau du monde
l'extérieur. C'est ça qui fait en sorte que on ne va pas avoir plein de molécules toxiques, plein de micro-organismes, des bactéries, des virus qui vont pénétrer. Donc ça, c'est une peau normale. Vous voyez, vous avez des cellules, elles sont reliées entre elles en fait par une espèce de ciment. Il faut imaginer ça comme un mur, on a les briques. Et puis on a le ciment qui est constitué de gras, de molécules de cohésion. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de choses qui va pénétrer entre ces cellules. Ça, c'est la peau normale quand tout va bien. Ça, et à côté, on a mis la peau dite atopique. Et la peau atopique, en fait, fragile. donc là, on voit bien la différence. Les cellules, elles ne sont pas cohésives entre elles. Il y a des espèces de micropores qui fait que, déjà, première chose, l'eau qui est contenue au niveau de la peau va passer plus facilement à l'extérieur. Il faut savoir que quand même la peau c'est un réservoir d'eau et donc quand on a des espèces de micropores, l'eau elle s'évapore plus facilement à travers la peau et puis cette fonction de barrière comme elle est abîmée, les molécules vont pouvoir pénétrer plus facilement. Donc les peaux atopiques vont être plus sensibles à tout ce qui est allergie, mais aussi à tout ce qui est infection. On a parfaitement compris justement ce qu'est cette peau atopique, cette peau fragile. Et en hiver, c'est vrai qu'on boit moins aussi qu'en été. Est-ce que ça peut Bien sûr, parce que la peau, elle va stocker, c'est un organisme de stockage au niveau de notre corps. Donc on boit moins, on est déshydraté, et comme la peau, ce n'est pas un organe qui est essentiel, eh bien l'eau qui est essentielle à notre survie va être plutôt dans les organes comme le cerveau, le cœur, le foie. On a Sabrina qui a 39 ans qui nous dit avoir des dartres sur le visage l'hiver depuis qu'elle est adolescente. Elle nous demande ce qu'il faut faire et elle précise qu'elle a la peau fragile et met entre parenthèses eczéma. Bon, les dartres, c'est de l'eczéma en gros. Oui, c'est souvent quand même ce qui est de l'eczéma. Alors il y a plein de gens qui parlent de dartres pour tout et n'importe quoi, on va dire, mais la plupart du temps, ça désigne un eczéma, donc c'est une barrière qui est fragilisée. La chose la plus importante, c'est d'hydrater la peau. Aujourd'hui, on sait que si on hydrate bien, quand on hydrate, on met un corps gras, parce qu'en fait, le corps gras, c'est ça qui va empêcher que l'eau ne s'évapore de la peau, et donc il faut absolument hydrater, mais avec des produits adaptés. Et donc, corps gras, dit crème, on a été en supermarché et aux pharmacies acheter des produits. Là, on a une crème qu'on a achetée qui coûte quelques euros, une crème de base. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça suffit? Ça peut nourrir une peau qui est sèche. Il faut parfois faire attention quand même à certaines appellations, parce que quand on a une peau qui souffre d'eczéma, parfois il faut vraiment des produits encore plus adaptés. Comme ceux qu'on a été achetés en pharmacie, on a des tubes qui coûtent beaucoup plus cher. Alors, il y a plein de marques différentes. Mais quand on a de l'eczéma, mieux vaut aller en pharmacie et acheter une crème plus hydratante. C'est mieux parce qu'il y a certains produits pour lesquels il y a eu des études, on a du recul sur la sécurité et l'efficacité. Et il n'y a pas de parfum, il y a moins d'ingrédients qui peuvent être irritants et allergisants. Le beurre de karité, bien, ça pas peut bien? être adapté aussi pour les peaux très sèches. C'est assez neutre, justement, donc je peux le recommander pour les peaux très sèches. Pauline, vous faites attention quand vous faites après le sport, en période d'hiver? Ah oui, alors moi, justement, on m'appelle Miss Crème. J'adore mettre de la crème matin et soir. Après, moi, j'aimerais comprendre s'il y a une différence, une vraie différence, que je pense que je mets souvent la même crème le matin et le soir. Est-ce que c'est grave, pas grave? Non, à partir du moment où ça hydrate. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des tas de crèmes, des gens qui s'en appliquent des centaines, des dizaines, Pour etc. chaque heure de la journée, presque. C'est plutôt du marketing. Si une crème vous convient, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser matin et soir.